Bonjour, nous abordons aujourd'hui les libertés et droits de la personne au travail. La personne est titulaire de libertés et de droits et quand elle va réaliser la prestation de travail, quand elle va rentrer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, elle ne va pas abandonner ses libertés et ses droits. Elle ne va pas les abandonner, mais dans le cadre de l'activité professionnelle, la personne va pouvoir connaître un certain nombre de restrictions de ses droits et libertés. Donc vous voyez que sont ici en cause les droits des personnes et les libertés individuelles et collectives. Dans un autre vocabulaire, nous pouvons parler des droits de l'homme dans le versant économique, social et culturel. Donc quand la personne est au travail, ses droits et libertés peuvent faire l'objet de restrictions, mais ces droits et libertés ne peuvent pas faire l'objet de suppression. La restriction est possible si elle est justifiée, et la justification doit être tirée de la tâche à accomplir, la prestation de travail à réaliser, et quand cette restriction est justifiée, eh bien, elle doit être proportionnée au but recherché. On doit tenir compte du fait que l'on porte atteinte à un droit fondamental, à un droit de l'homme. Vous voyez également que nul ne peut apporter de restrictions à ses droits et libertés si ce n'est pas justifié et proportionné. Ici est visé bien évidemment le pouvoir de l'employeur, mais d'une manière générale, tous les pouvoirs qui peuvent intervenir dans l'entreprise peuvent également être concernés, les accords collectifs ou bien le fonctionnement du comité social et économique, anciennement comité d'entreprise, notamment dans les activités sociales et culturelles. Cette disposition est donc notre disposition boussole. Quand il y a une atteinte à des droits fondamentaux dans l'entreprise, eh bien, nous allons nous poser la question, est-ce que cette restriction est justifiée? Est-ce qu'elle est proportionnée? Ces droits et libertés, nous allons les retrouver dans un certain nombre de sources, notamment au niveau du droit international. Au niveau du droit international, nous avons les pactes de l'ONU, nous avons les conventions de l'Organisation internationale du travail, et en particulier un certain nombre de conventions fondamentales. Nous avons au niveau du droit international régional, dans le cadre du Conseil de l'Europe, deux textes importants, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est le texte sur les droits civils et politiques, mais ces droits peuvent s'appliquer dans le cadre de la relation de travail. Et puis nous avons bien évidemment la Charte sociale européenne, qui est le versant droits sociaux et économiques en matière de droits de l'homme. Ces droits et libertés, nous allons également les retrouver dans le droit de l'Union européenne et en particulier dans la Charte des droits fondamentaux qui est mobilisée en matière d'application du droit de l'Union européenne, notamment quand il y a application d'une directive européenne. Et bien évidemment, ces droits et libertés, nous allons les retrouver dans le bloc de constitutionnalité du droit interne, avec en particulier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et bien évidemment la Constitution de 1958. Donc c'est à travers ces différents textes que nous allons pouvoir découvrir le catalogue des droits et libertés, en sachant que ce catalogue est toujours en cours de construction. La liste n'est pas achevée et les contours de chaque droit et de chaque liberté restent encore à compléter pour être mieux définis. Alors quand nous allons parler de ces droits et libertés, nous allons viser les droits et libertés du citoyen, des droits et libertés que la personne au travail va pouvoir continuer à exercer. En voici quelques-uns. La liberté d'expression, évidemment, liberté essentielle, en dehors de questions de diffamation, d'injures ou de propos excessifs, eh bien, la personne au travail demeure évidemment titulaire de sa liberté d'expression. La liberté religieuse, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer, évidemment, dans certaines limites, au regard des contextes, la possibilité d'exprimer ses choix religieux. Le droit à la vie privée et à la vie personnelle, qui protège la personne face au pouvoir de l'entreprise. L'entreprise, par exemple, n'a pas le droit d'interdire à ses salariés de se marier entre eux, n'a pas le droit d'interdire aux salariés d'avoir une relation amoureuse entre eux. Ce serait une atteinte à la vie privée et on parle plus souvent, maintenant souvent, de vie personnelle.
Également, le droit de mener une vie familiale normale. Ce droit de mener une vie familiale normale, c'est un droit qui va, dans certaines circonstances, dans certains cas, permettre de s'opposer à certains aménagements d'horaires de travail, à certaines modifications des horaires de travail, à certaines clauses de mobilité géographique. Et la liste n'est pas close. Nous pourrions citer évidemment encore d'autres droits et libertés que la personne au travail va tirer de sa qualité de citoyen. Et puis nous avons des droits et libertés qui sont plus spécifiques aux travailleurs, à la personne en tant que travailleur. Nous avons bien évidemment le droit à la sauvegarde de sa santé. Ce droit à la sauvegarde de sa santé va déboucher notamment sur le droit de se retirer d'une situation dont le salarié a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave imminent pour sa vie ou sa santé. Mais il y a évidemment d'autres conséquences de ce droit fondamental à la sauvegarde de sa santé. L'égalité de traitement qui prévoit que pour les personnes qui sont dans une situation identique, eh bien, quand ces personnes effectuent le même travail ou un travail de valeur égale, ces personnes doivent bénéficier du même traitement, notamment en matière de rémunération. La non-discrimination, qui prévoit qu'une personne ne peut pas être moins bien traitée dans une situation comparable. On regarde un certain nombre de critères, le sexe, les origines, le handicap, l'orientation sexuelle, et il y a de nombreux critères. Une personne ne peut pas être moins bien traitée qu'une autre ne l'est, ne l'a été, ne l'aura été ou ne le serait. Donc ces règles de non-discrimination sont évidemment en plein développement. Le droit de participer. Toute personne a le droit de participer individuellement à des droits collectifs, le droit de se syndiquer, le droit de participer à la négociation collective par le biais de ses délégués, le droit d'élire ses délégués, le droit de participer à un mouvement collectif. Alors, certains droits et libertés sont liés les uns aux autres, bien évidemment. Par exemple, le droit de mener une vie familiale normale eh bien, débouche sur le droit de pouvoir gagner sa vie par un travail librement choisi ou librement accepté, et en particulier par le droit de travailler sans discrimination. Il y a donc des interactions entre ces différents droits et libertés du citoyen et ces différents droits et libertés du travailleur. Et parfois, dans l'entreprise, eh bien, ces droits et libertés ne sont pas respectés. Il y a une atteinte à un droit fondamental ou une atteinte à une liberté fondamentale. Ici, le droit a prévu une institution pour intervenir, pour faire respecter les droits et libertés. C'est le délégué du comité social et économique, le délégué du personnel anciennement, qui va pouvoir déclencher un droit d'alerte, et cette procédure, quand elle est bien maîtrisée, eh bien, s'avère tout à fait efficace. Cette procédure va commencer par un constat. Un délégué va constater qu'il y a une atteinte à un droit fondamental, à un droit de l'homme, dans le cadre de la relation de travail. Il va alerter immédiatement l'employeur. L'employeur et le délégué vont rapidement faire une enquête, et à l'issue de cette enquête, eh bien, l'employeur va prendre les mesures nécessaires pour justement mettre fin à cette atteinte, si évidemment il considère qu'il y a bien une atteinte aux droits de l'homme, une atteinte aux droits des personnes et aux libertés. Donc la procédure peut être efficace dans l'entreprise. Mais parfois, la procédure n'a pas été efficace dans l'entreprise, il y a eu des carences, il y a eu des divergences entre le délégué et l'employeur. Et dans ce cas, nous allons pouvoir passer à une seconde phase, qui est une phase où le délégué va saisir le conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme va être saisi à travers le bureau de jugement, en la forme des référés, c'est-à-dire dans une procédure particulièrement efficace. Et le conseil de prud'homme, s'il considère qu'il y a bien une atteinte aux droits et libertés, eh bien le conseil de prud'homme va pouvoir ordonner toute mesure pour mettre fin à justement cette atteinte. Donc la décision judiciaire va permettre de faire respecter les droits de l'homme dans le cadre de la relation de travail. Ces droits de l'homme, ces droits de la personne, ces libertés individuelles et collectives sont évidemment
des droits fondamentaux pour la personne. Ces droits doivent être respectés à travers la relation de travail. Et quand ces droits ne sont pas respectés, eh bien, une institution, ce délégué, peut intervenir justement pour que ces droits soient effectifs.